Bonjour et bienvenue dans Je peux pas chez podcast, le podcast qui décrypte les recettes gagnantes des podcasts à succès. Quand j'ai lancé mon podcast des Nouvelles Héroïnes, j'étais seule. Et j'ai fait des erreurs, en perdant du temps et de l'argent. Et c'est en allant questionner d'autres podcasteurs que tout a changé. Alors j'ai décidé de partager avec vous leurs apprentissages et secrets pour amplifier l'audience de votre podcast et transformer enfin vos écoutes en euros. De manière simple et efficace, sans y laisser des litres de sueur, on n'est pas chez Basic Fit. Je suis Céline Steyer, directrice marketing reconvertie en créatrice de podcast. Ma passion, fouiner, décrypter, comprendre et organiser tout ce que vous ne trouverez pas sur YouTube. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul à appuyer sur le bouton diffuser. Rendez-vous derrière votre micro. Allez, je file parce que je peux pas chez podcast. Futurs podcasteurs ou podcasteurs aguerris, lâchez votre micro car je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Je peux pas chez podcast. Un épisode un peu particulier car il y a bien une podcasteuse de l'autre côté du micro, mais cette podcasteuse a une particularité, ou plutôt une expertise, elle est avocate. Voyez où je veux en venir ? Bon, c'est ce que nous allons passer au crible, c'est les aspects juridiques du podcast, ensemble aujourd'hui avec Violaine Schmitt, qui est créatrice du podcast Plus tard, je serai, le podcast qui aide les lycéens à choisir leur futur métier à travers des parcours de femmes inspirantes. Évidemment, quand tu es podcasteur indépendant, tu te poses 1 milliard de questions concernant ce que tu as droit de faire avec ton podcast. Qui est considéré comme l'auteur d'un podcast ? Quel est le rôle de la SACEM ? Est-ce que je peux utiliser de la musique, les archives d'une personnalité ? On va en parler avec Violaine. Violaine, c'est bon de ton côté ? T'es prête ? Ton micro est branché ? Allez, à vous les studios. Coucou Violaine. Bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. Par quel sujet tu veux commencer ? Alors, il y a tellement de sujets, c'est effectivement une bonne question. Par où on commence quand il s'agit de parler droit et les aspects juridiques du podcast ? Alors, on va commencer peut-être par le tout début. Est-ce que le podcast, le nom de notre podcast, est-ce qu'il faut qu'on le dépose ? Alors, le dépôt de marque, c'est toujours un sujet. Moi, je recommande de le déposer. Moi, j'ai déposé le mien. Si vous allez voir sur l'INPI, vous allez voir que plus tard, je serai déposé en tant que podcast, mais aussi en d'autres classes. Alors, juste avant de vous expliquer plus en détail pourquoi il faut le faire, je vais vous dire à quoi faut faire attention quand on dépose une marque. Quand on dépose une marque, on peut pas déposer n'importe quel mot ou n'importe quelle idée qu'on a dans la tête. Il faut faire attention à 2 points qui sont les droits des tiers et aussi le droit de la propriété intellectuelle. Alors, tout d'abord, le droit des tiers, ça veut simplement dire qu'on peut pas déposer une marque qui existe déjà. On peut pas déposer Coca, on peut pas déposer Chanel, ça c'est pas possible. Mais faut donc se renseigner sur les marques qui existent déjà parce qu'on n'a pas connaissance de toutes les marques qui existent. Donc, faut faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. Pour faire une recherche d'antériorité, tout simplement, on va sur le site de l'INPI. Ça s'appelle Base Marques. Ils ont un registre avec toutes les marques enregistrées. Vous tapez, ce que vous voulez déposer et vous voyez s'il y a déjà des marques qui existent avec ce mot qui ressortent. Alors, là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est qu'il faut pas se contenter de taper uniquement le mot que vous voulez déposer ou la phrase que vous voulez déposer. Il faut aussi que vous cherchiez s'il y a des risques de confusion avec des marques existantes. Parce que, par exemple, Chanel, c'est une marque déposée, on peut pas la déposer, mais vous pouvez pas non plus déposer Chanel avec un O au lieu d'un A, parce que ça crée un risque de confusion avec la marque qui existe déjà. Donc, faut faire attention quand on cherche une antériorité à aussi réfléchir à est-ce que c'est pas trop proche de ce qui existe déjà. Par exemple, je te donne un exemple. On a Brut, qui est un créateur de contenu. Si demain, une personne veut lancer un podcast, c'est une femme et elle veut mettre Brut avec un E, est-ce qu'elle doit faire cette recherche d'antériorité avec le mot Brut avec un E ? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et si la marque Brut sans E au masculin est déposée,
Elle peut la déposer, mais elle va avoir, Brut, le média qui existe déjà, qui va lui demander de retirer sa marque, qui va faire une demande d'opposition auprès de l'INPI. Même si elle met brut avec un E. Ouais, tout à fait, parce qu'à l'oreille, et surtout pour un podcast, c'est un média audio, à l'oreille, t'entends pas la différence entre le masculin et le féminin. Donc Hyper les intéressant. auditeurs pourront penser qu'en fait, ce podcast brut E au féminin, ça vient du média brut au masculin, et donc c'est une sorte d'appropriation de la notoriété de quelqu'un qui existe déjà. Je me pose la question sur Nouvelles Héroïnes, parce que Nouvelles Héroïnes, par exemple, il y a un podcast qui s'appelle Les Nouvelles Héroïnes. Donc, est-ce que je dois déposer Nouvelles Héroïnes? Ah bah là, t'as tout intérêt à le déposer, ouais. Non, mais après, c'est un podcast qui n'est plus vraiment en ligne, mais il y a beaucoup de confusion, en fait, entre les Nouvelles Héroïnes, Nouvelles Héroïnes. Alors justement, j'allais te demander, ce podcast-là, il est antérieur à toi? Oui. Alors parce qu'il y a aussi le principe d'antériorité, c'est-à-dire que quand tu déposes une marque, donc tu t'appropries un mot qui t'appartient pour définir tous les produits que tu fais. Mais s'il y a des gens qui utilisaient déjà ce terme avant sans l'avoir déposé, ils peuvent venir te voir en disant au fait, moi j'ai une antériorité, certes je l'ai pas déposé la marque, mais j'ai quand même une antériorité. Après là, tout le problème revient à prouver l'antériorité. Vu que t'as pas déposé la marque, il faut que tu arrives à prouver si tu as vraiment une antériorité ou si t'as pas créé ça juste par opportunisme. Et en plus, dans le cas d'une antériorité qui n'est pas enregistrée, il faut prouver que la personne l'exploite. Donc là, si tu me dis que le podcast, il est plus exploité, a priori, t'auras pas trop de risques. Ok, donc ce que tu recommandes, c'est de toute façon de déposer le nom de son podcast à l'INPI, donc c'est le site de l'INPI, donc de la propriété intellectuelle, de faire une recherche d'antériorité en essayant de voir toutes les déclinaisons possibles du nom. Et une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, juste pour l'antériorité, l'INPI te propose au moment du dépôt de faire ce qu'ils appellent un autio-diagnostic. Donc, eux-mêmes ont un service qui cherche plus ou moins les termes approchants. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête, à se dire « Ah, mais faut que je change telle lettre pour voir s'il y a ou pas. » Il y a un service de l'INPI qui fait ça. Et donc... Et dernière question, est-ce que c'est payant ? Oui, c'est payant, pardon. Déposer une marque, c'est payant. Ça coûte 190 € par classe. Je vais revenir tout de suite là sur les classes, plus 40 € par classe supplémentaire. Une classe, c'est quoi? Tu as le droit de déposer le nom de ton podcast pour un certain type de produit. C'est-à-dire que un dépôt de marque n'a pas vocation à protéger un mot de manière générale. C'est juste pour un mot qui identifie des produits ou des services classés par catégorie. Le podcast, il y a 45 catégories. C'est ce qu'on appelle la classification de Nice. Le podcast, par exemple, c'est la classe 38, télécommunication. Quand tu déposes une marque pour protéger un nom de podcast, tu le déposes dans la classe 38, télécommunication. Ça veut dire que quand tu fais une recherche d'antériorité, il faut aussi rechercher dans la classe dans laquelle tu déposes. Parce que c'est très un problème, mais s'il y a une marque qui s'appelle Je peux pas, j'ai podcast déposée en classe 3, par exemple. Classe 3, c'est les produits chimiques, les cosmétiques, parfums, etc. Toi, t'as aucun problème à déposer Je peux pas, j'ai podcast en classe 38. Parce que c'est pas du tout les mêmes produits. Pour l'auditeur, le consommateur, il n'y a pas du tout de risque de confusion entre des parfums qui s'appellent Je peux pas, j'ai podcast et un podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai podcast. Donc en fait, il faut choisir sa classe dans laquelle tu déposes ton podcast. Et en général, on dépose pas que dans une seule classe. On dépose dans plusieurs. Surtout si ton podcast est monétisé, faut aussi le déposer en classe 35, qui est la classe publicité. Ah d'accord, en amont. Et en fait, à chaque fois que tu les poses dans une classe, c'est 40 € supplémentaires. C'est ça. Donc si tu déposes une marque en 3 classes, ça te fait 120 €. 230 €, d'accord. Donc ça, par exemple, et Nouvelles Héroïnes, si demain j'ai l'ambition de le décliner en livre jeunesse, en livre audio et tout ça, il faut qu'il y ait aussi une classe pour l'édition ? Il y a une classe éducation et il y a une classe pour le livre.
Mais ça, en fait, ça sert juste pour qu'une autre personne ou une autre entité puisse piquer le nom et qui est... D'accord. Exactement. En fait, si tu veux vraiment te protéger au max, tu le déposes dans beaucoup de classes. Comme ça, tu sais que tu es protégé. Mais évidemment, l'INPI, enfin en tout cas, la loi a prévu le truc pour que il y ait pas des gens qui déposent des marques sans les utiliser. Il faut que tu utilises ta marque pendant 5 ans. Si tu n'as pas utilisé ta marque pendant 5 ans, elle tombe, on dit qu'elle tombe en déchéance, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre pourra la redéposer. Encore une question sur le dépôt de marque. Je suis un podcast, je peux pas, j'ai podcast. Demain, je vais faire des formations en ligne. On voit beaucoup aujourd'hui de formations où tu as le petit TM, trademark. Est-ce que ça, c'est quelque chose que quand on a déposé sa marque, c'est quelque chose qu'on peut utiliser? Tu peux utiliser, mais ça n'a pas vraiment de valeur en droit français. C'est une manière d'informer les gens que c'est une marque déposée, en fait. C'est une manière de leur dire, c'est pas un mot juste comme ça que j'ai choisi, c'est une marque déposée, vous pouvez pas le reprendre à votre compte, sinon c'est de la contrefaçon. Mais ça n'a pas vraiment de valeur en soi. C'est juste pour informer, c'est une marque déposée. Et juste sur le dépôt de marque, pour en revenir, on a parlé des antériorités et des droits des tiers. Il y a aussi des règles propres au Code de la propriété intellectuelle. Ta marque doit absolument être conforme aux bonnes mœurs, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de déposer une injure ou un terme très injurieux en tant que marque. Tu dois aussi faire en sorte qu'il soit distinctif. Il peut pas être descriptif. C'est-à-dire qu'un podcast qui s'appellerait juste le podcast, là, c'est l'INPI qui va te dire que tu ne peux pas le déposer. Dans chaque classe, il faut que ton nom soit distinctif par rapport à ta classe. Par exemple, c'est... non, ça descriptif, tu veux dire? Pardon. Non, il faut pas qu'il soit descriptif, il faut qu'il soit distinctif. Distinctif, d'accord. Très bien. Et il faut faire très attention à la fois et sur les antériorités et sur la distinctivité de la marque, parce que en fait, tu déposes ta marque, donc tu remplis ton formulaire, tu choisis tes classes, tu payes, et c'est seulement après que l'INPI regarde si tu respectes bien les règles, et c'est seulement aussi après que les tiers vont pouvoir te dire « Ah non, celui-là, tu peux pas le déposer parce qu'il est à moi ». Et donc, quand l'INPI ou un tiers te demande de soit retirer ta marque, soit réduire ta classe, tu n'es pas remboursé. D'accord. Très bien, très clair. Comment, et du coup, quand on dépose son podcast, quand on dépose son podcast à l'INPI, est-ce que le contenu est protégé? Est-ce que demain, en fait, je fais un épisode de podcast où je cite des extraits, par exemple, d'un autre podcast? Ça veut dire que je vais citer des extraits du podcast de Clémentine Gallet, Bliss Stories. Est-ce que, ou elle, dans son podcast, elle veut utiliser des extraits de Nouvelles Héroïnes? Comment est-ce que je me protège, surtout qu'elle a un peu de publicité? Comment est-ce que ça se passe en fait? Pour protéger son contenu, ton contenu, il n'est pas protégé par l'INPI. Il n'y a que ta marque qui est protégée. Est-ce que ton contenu, en tant que tel, il est protégé pas par la marque, mais par ce qu'on appelle le droit d'auteur. Le droit d'auteur, en fait, c'est le droit, c'est comme son nom l'indique, les droits qu'a un auteur ou une autrice sur ton œuvre. Il y a 2 types de droits. Ce sont soit des droits patrimoniaux et des droits moraux. Le droit patrimonial, en fait, ça veut dire que c'est l'auteur qui a le droit à l'exploitation exclusive de son œuvre. Personne d'autre ne peut exploiter son œuvre sans son autorisation. Mais il y a des exceptions. Notamment, le Code de la propriété intellectuelle a prévu une exception qui est ce qu'on appelle la courte citation. Alors, la courte citation, c'est-à-dire que tu peux utiliser un court extrait d'interview ou de podcast, uniquement si on mentionne le nom de l'auteur. Et en plus, il faut que cet extrait il soit utilisé dans un but soit critique, soit polémique, soit pédagogique, soit scientifique ou dans un but d'information. C'est-à-dire que si c'est un extrait juste à une fin de simple illustration musicale ou autre, là ça marche pas, on est en violation de droit d'auteur. On a le droit d'utiliser des courtes citations seulement si on mentionne le nom de l'auteur et si on l'utilise dans un but critique, polémique, pédagogique ou scientifique. D'accord. C'est-à-dire que moi, Je peux pas, j'ai podcast, demain je vais raconter l'histoire du podcast de Clémentine Gallet de Bliss Stories, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre d'extrait
de son podcast. C'est-à-dire qu'il faut que je lise un extrait et avec ma voix, ou alors comment je fais? Est-ce que je mentionne extrait de l'épisode 150 de Clémentine Gallet dans Bliss Stories au sein de mon contenu audio, ou est-ce que le simple fait de le mentionner et de l'écrire dans la description de l'épisode suffit? Non, tu le mets dans la description, ça suffit. Le problème que toi tu as en plus, c'est que il y a plusieurs droits en fait dans l'interview que tu veux utiliser qui se confondent. Il y a le droit de la personne qui parle, il y a en fait c'est on appelle ça le droit à l'image, mais c'est le droit de la voix de la personne qui parle, mais il y a aussi le droit de l'intervieweur et du producteur qui a réalisé l'interview. En fait, t'as une conjonction de plusieurs droits qui se superposent sur une même interview, et en général, faut cleaner tous ces droits. Mais honnêtement, quand tu utilises un court extrait d'interview, toi en plus c'est dans un but pédagogique ou d'information, a priori, tu tombes dans le cas de l'exception que tu peux utiliser. Alors quand on dit courte citation, c'est 15-20 secondes, quoi. D'accord. Et c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a une durée pour cette courte citation? Parce que moi, j'avais cru comprendre que c'était 30 secondes et que c'était toléré quand tu monétisais pas ton épisode de podcast. Alors, ça dépend si t'es sur YouTube ou pas. Si ton podcast est aussi sur YouTube, au bout de 10 secondes, t'es striké. YouTube reconnaît que une partie de ton contenu vient d'un autre contenu qui est protégé, et donc il te strike ton podcast parce que il pense que c'est de la violation de droit d'auteur. Si t'es que sur les plateformes d'écoute, moi j'ai pas connaissance de Spotify ou Apple qui fasse un check sur les droits d'auteur et qui strike des épisodes. Donc je pense que là-dessus il y a pas de sujet, mais effectivement il faut juste que tu respectes courte citation. Effectivement, moi je te disais 15-20 secondes, on peut aller jusqu'à 30 secondes, et faut pas que tu en tires un revenu. Mais moi, est-ce que, par exemple, je peux lire une citation, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait dans Nouvelles Héroïnes l'histoire de Jacinda Ardern. Je suis partie de données publiques. À un moment donné, il y a des citations d'elle en revue journalistique, en conférence de presse. J'ai repris cette citation à l'oral. C'est ma voix. Est-ce que, du coup, je suis autorisée à le faire? Là, tu es autorisé à le faire parce que Jacinda Ardern, c'est une personne publique, et il y a aussi une exception dans le Code de la propriété intellectuelle qui permet de reprendre tout ou partie des débats politiques. D'accord. Débat politique, d'accord. C'est ça. Alors là, je te dis ça, mais il y a encore plein d'autres. C'est pareil pour les conférences scientifiques, par exemple. Tu peux reprendre ce qui s'est dit avec ta voix, mais en mentionnant la personne qui l'a dit. Il y a plein d'autres exceptions dans le Code de la propriété intellectuelle. Si tu veux, je vous donnerai une liste. Ouais, je veux bien qu'on ait le lien, parce que par exemple pour Louane, qui est une personnalité publique, elle dit dans un magazine je veux que ma fille soit une femme extraordinaire, ou je dis à ma fille que ma fille soit une femme extraordinaire. Du coup, ça, je peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser. Okay. Tu peux l'utiliser. Après, bon, ça dépend si c'est le cas. Des fois, dans les articles de presse, ils te disent au tout début, cette interview a été éditée à des fins de clarification et de brièveté. Et ça veut dire que c'est peut-être le journaliste, en fait. C'est peut-être pas ce qui est écrit, c'est pas les mots qui sont sortis de la bouche de Louane telle qu'elle les a dit. C'est peut-être le journaliste qui a un petit peu réécrit ça. Auquel cas, là, Louane, elle pourrait dire non, mais j'ai pas du tout dit ça, c'est pas dans ce contexte, etc. Honnêtement, il y a peu de chance s'il y a pas eu de problème avec le moment où l'interview est sortie, il y aura pas de problème non plus si toi tu reprends texto. Après, c'est le journaliste qui pourra peut-être dire oui, enfin ça c'est moi qui l'ai écrit. C'est pour ça que je prends plutôt des propos tenus par la personnalité publique dans un podcast. Ah, ça tu fais bien. C'est parfait. D'accord. Et du coup, parce que comme c'est de l'oral, je mentionne le podcast et l'épisode, mais je le cite uniquement dans la description de l'épisode, je dis pas à l'oral. Voici les principaux points que j'en retiens. Petit A, oui, on dépose la marque de son podcast sur le site de l'INPI en cochant les cases liées à notre ambition. Classe 38, obligatoire, c'est les télécommunications. 35, la publicité si on compte faire du sponsoring. Et même peut-être la classe 41 si on est dans une catégorie formation-éducation. Petit B, on fait des recherches d'antériorité sur le nom de son podcast.
Petit c, pour le droit de citation dans des podcasts narratifs, il est préférable de repartir sur des propos clairs et distinctifs tenus par le protagoniste de votre histoire dans ces podcasts pour le retranscrire à l'écrit et les dire vous-même. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email cece.steyr@gmail.com. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast.